de vous présenter Nathalie Constant de l'Université de Bordeaux et qui est responsable du service handicap, qui est correspondante handicap également au sein de la direction de l'action sociale et de l'innovation sociétale. En fait, ce webinaire qui essaye d'aborder d'une manière large la stratégie et le déploiement d'une politique handicap n'est pas précisément un webinaire dédié ni à la convention avec le FIP, ni uniquement à la manière dont on peut éventuellement mettre en place une stratégie, mais vraiment un séminaire dédié aux universités, car il y a un certain nombre de spécificités, et puis vous êtes aussi dans un réseau. Et donc, grâce à Nathalie, enfin, ou plus exactement avec Nathalie, nous avons pensé qu'il était intéressant de pouvoir, à partir d'un témoignage, peut-être balayer un certain nombre d'éléments qui bah, vous donneront peut-être quelques inspirations selon là où vous en êtes, selon votre situation, pour essayer de faire peut-être évoluer votre projet, votre politique handicap. Alors, je vous propose de rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous l'avez bien compris, en plus, on n'est pas véritablement en avance par rapport au temps que nous vous avions, que nous avions donné. Ça y est. Voilà, vous m'entendez de nouveau? Mon micro a été désactivé un peu rapidement. N'hésitez pas à le faire si vous n'y avez pas été invité à venir sur la scène de façon à ce qu'on puisse continuer. Je vous propose juste peut-être un rappel très bref, mais je ne serai pas très très long, sur ce qu'on peut appeler peut-être le déploiement, enfin de la stratégie au déploiement de la politique handicap, puisque c'est le sujet. Ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que dans une université, vous êtes invité par plusieurs axes à participer à cette politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Alors, nous aborderons aujourd'hui vraiment presque exclusivement, ou en tout cas très principalement, les politiques internes pour les agents de l'université, sachant qu'évidemment, d'une manière plus large, notamment dans le schéma directeur du handicap dont Nathalie nous fera des références régulières, il y a évidemment d'autres axes qui traitent également de l'accueil des étudiants en situation de handicap. Pour l'heure, peut-être juste se rappeler qu'une politique handicap ou une stratégie qu'on met en œuvre, eh bien, peut-être repose quand même malgré tout sur une chronologie. Alors, vous la connaissez, mais je vous la redonne. La première, c'est de se poser la question de l'intention. Et donc, l'intention va assez rapidement nous renvoyer à qui souhaite, qui porte, qui veut aller et où on veut aller, qu'est-ce qu'on a l'intention de mettre en œuvre. Donc, voilà. Ce temps de réflexion était souvent un temps qui doit être collectif si on veut arriver à mobiliser. On verra tout à l'heure aussi d'autres axes ou en tout cas d'autres critères qui nous permettent de mobiliser. On se posera la question de qui, comment, etc. Ensuite, l'étape suivante, quand on démarre, en tout cas, mais vous en êtes souvent, vous, non pas au démarrage, mais peut-être déjà bien avancé, c'est d'établir un état des lieux. Alors pourquoi l'état des lieux est important? Parce que si on ne partage pas les mêmes constats au début, ça va être compliqué d'arriver à associer les différents acteurs. Voilà. Donc état des lieux, on ne va pas rentrer trop dans le détail à ce stade-là, on verra tout à l'heure avec Nathalie. Cet état des lieux, si on se le garde pour nous, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, la réalisation de l'état des lieux, évidemment, on nous dit quelque chose de là où on part et là où on veut arriver, mais il doit être partagé et il doit aussi être susceptible de pouvoir mobiliser ceux qui sont susceptibles de pouvoir apporter quelque chose. Et puis ensuite, eh bien, une fois qu'on a partagé l'état des lieux, eh bien, en fait, on définit quel est le projet, quelles sont les priorités. Souvent, on a plein d'axes possibles, donc il va falloir en choisir. Et donc, en général, on co-construit ce plan d'action, ce projet, avec un certain nombre de partenaires. Et puis ensuite, après la co-construction, on formalise. Et une fois qu'on s'est engagé, qu'on a signé avec les différents acteurs, eh bien, en fait, on fait connaître, on déploie. Et progressivement, on fait reposer la politique sur un certain nombre d'acteurs. Voilà ce qu'on peut peut-être juste dire en rappel, mais l'idée de ce webinaire, c'était surtout de nous appuyer sur l'expérience de Nathalie Constant, qui en fait est arrivée à un moment un peu clé dans lequel les choses se mettaient en œuvre et qui va nous raconter assez en détail aussi, finalement, quelles sont les différentes clés qu'elle a pu trouver, les leviers, quels sont les acteurs qu'elle a su mobiliser et en quoi cette politique s'est inscrite également dans un cadre un peu plus large. Alors, bonjour Nathalie.
Oui, bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, hein. Je rejoins Jérôme pour vous remercier d'avoir bien voulu patienter suite à ce petit incident technique. Simplement peut-être très rapidement vous resituer un peu l'Université de Bordeaux. L'Université de Bordeaux, c'est environ 6300 personnels. L'université, elle est implantée sur 22 sites, hein, en Nouvelle-Aquitaine, donc je ne vais pas vous les détailler. Moi, je suis donc correspondante handicap, responsable du service handicap, mais correspondante handicap. J'ai été nommée en fait, hein, par le président de l'Université de Bordeaux. Donc je suis nommée depuis octobre 2018 et je bénéficie d'une lettre de mission qui légitime en fait mon positionnement aux yeux de la communauté et qui affiche les missions que je me dois de mener à ce titre donc de correspondante handicap, mes missions principales que je mène à temps complet. Bon, je suis rattachée à une direction de l'action sociale et l'innovation sociétale. Enfin, je vais vous passer tout ça. Le correspondant handicap, il est vraiment en pilotage des actions qui sont dédiées à l'ensemble de la communauté des personnels. Moi, lorsque j'ai pris mes fonctions, donc j'ai pris mes fonctions en fin 2018, il y avait déjà un schéma directeur du handicap, hein, qui avait été acté à l'université, qui était en place depuis 2015, mais il n'existait pas vraiment de vrai plan d'action, ni de plan financier d'ailleurs, sur lesquels je pouvais m'appuyer pour faire évoluer en fait mes missions et répondre aussi aux attentes politiques et stratégiques de l'établissement. Donc, à l'époque, j'étais également très sollicitée par beaucoup d'acteurs externes notamment qui gravitent autour du handicap au travail. Et j'avais beaucoup de difficultés à identifier ceux qui seraient réellement porteurs et soutenants pour développer notamment bah, les recrutements et accompagner mes actions dédiées au maintien dans l'emploi. Donc, ma première démarche, ça a vraiment été à l'époque de réfléchir à la mise en place de ce plan d'action qui me semblait indispensable pour pouvoir faire évoluer vraiment mes actions. Euh, Comme l'a dit Jérôme, ce qui est très important, c'est de bien identifier en fait l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir participer en fait à ce plan d'action. Et donc à l'université, effectivement, on a plusieurs acteurs hein, qui veillent à mettre en œuvre la politique volontariste d'inclusion, de maintien dans l'emploi et d'évolution professionnelle des agents. Donc, en premier temps, ben, on a un président et son équipe sur lequel on peut s'appuyer parce qu'ils sont déjà très engagés dans cette politique. Et ça, c'est très important pour le correspondant handicap de pouvoir s'appuyer sur cette équipe de décideurs et politiques. Ensuite, à l'université, nous avons un chargé de mission handicap sur lequel je me suis effectivement appuyée aussi, puisque ce chargé de mission handicap, il est nommé par le président, il est là pour le représenter et il doit veiller à porter cette politique en interne comme à l'extérieur. Donc, dans les acteurs bien identifiés, bah, bien entendu, il y a la correspondante handicap que je suis, hein, qui pilote les actions dédiées à l'ensemble de la communauté des personnels. Il y a une référente handicap qui va être plus un accompagnement individuel. Et également à l'université aujourd'hui, il y a un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs handicap auprès des personnels. Je vous en parlerai un petit peu plus après si vous le souhaitez. Et bien entendu, ben, il y a toute une équipe pluridisciplinaire sur laquelle on se doit de s'appuyer. Alors, peut-être peut-on revenir un tout petit peu en arrière. Merci pour avoir planté un peu le décor avec les différents acteurs, mais peut-être revenir un peu en arrière. Donc, quand tu arrives à l'université, on te confie le soin de déployer une politique handicap, ou alors en fait, on te confie une fonction de correspondante handicap avec laquelle tu dois te débrouiller. Ben, c'est un peu ça en fait. On te donne une belle lettre de mission, voilà, et puis à toi justement d'envisager la suite, c'est-à-dire toi, on te fixe à quelque part des objectifs et à toi d'envisager comment tu vas pouvoir arriver à ces objectifs-là. Alors, Donc, Et alors, comment ça se définit, du coup, le fait que dans ta tête, ou peut-être à travers les acteurs que tu rencontres, le fait de dire, bah, il va falloir structurer un peu tout ça, parce que moi, avec la lettre de mission, c'est bien gentil, mais vu le nombre d'agents qu'il y a dans l'université, ça va être compliqué si je dois répondre à tout le monde. Donc, comment ça se dessine? Quels sont justement les leviers que tu peux trouver à ce moment-là? Et le principal levier, parce que tu disais rapidement, bah, il faut avoir effectivement un président et une direction on va dire, sont porteurs de cette chose-là. Mais est-ce que ça a été évident dès le départ, à part la lettre de mission? alors.
ce qui était évident, c'était la commande, en fait, dans le sens où cette lettre de mission, c'est un petit peu une commande. Après, ça a été quand même à moi d'aller travailler sur justement ce fameux état des lieux et sur une proposition de plan, en fait, et d'aller notamment présenter cette proposition à ma gouvernance en m'appuyant sur cet état des lieux que j'avais pu réaliser. Euh, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai considéré qu'il me fallait quand même du temps, notamment pour avoir une très bonne connaissance, une meilleure connaissance de l'environnement. Alors moi, j'ai la chance d'être à l'université depuis très longtemps, donc j'avais déjà cette connaissance et ça, c'est très important d'avoir une bonne connaissance de l'environnement. Ensuite, je ne l'ai pas fait tout de suite non plus parce que en amont, je pense que ce qui est très important, c'est déjà de consolider en fait toute l'organisation, notamment auprès des équipes pluridisciplinaires. Voilà, je pense qu'il y a ce temps de consolidation en amont avant de se lancer dans un plan d'action qui normalement va faire évoluer aussi tes actions. Donc ça, c'était important pour moi. Je pense que avant de s'engager dans un plan d'action, ce qui est vraiment nécessaire, c'est donc cet état des lieux, se donner du temps, parce que ça prend du temps, en fait, de travailler un plan d'action. Donc, être appuyé politiquement, ça, on en a parlé, bien connaître son environnement, bien connaître les différents acteurs que tu vas pouvoir solliciter aussi pour participer à ce plan d'action, mais aussi à la mise en œuvre du plan d'action, c'est-à-dire qu'au départ sur les travaux, mais aussi en suivant à la mise en œuvre. Bien cibler les besoins, bien sûr associer le maximum d'acteurs et les personnels. Alors, et Euh, juste une parenthèse là-dessus. Donc, du coup, on comprend ce qu'il faut bien faire. Mais alors, du coup, comment tu as fait pour bien faire? Est-ce qu'au départ, tu as pu associer l'une ou l'autre des personnes et puis comment ça a pu grossir? C'est-à-dire, au-delà de la compréhension que tu avais, toi, des enjeux, comment tu as associé les différents acteurs nécessaires pour le déploiement, enfin, en tout cas, pour la conception et ensuite le déploiement de ce projet ou de cette politique? alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni en fait un panel de personnel de l'université autour de groupes de réflexion. D'accord? C'est-à-dire que D'accord? je suis allée capter comme ça des enseignants-chercheurs, des doctorants, des personnels BIATS, voilà. Et j'ai organisé quelques groupes de réflexion. Euh, j'ai associé le chargé de mission handicap dans cette co-construction aussi, dans ces groupes de travail, les services RH également. J'ai associé l'équipe pluridisciplinaire dans visage sociale, service santé au travail, des managers. Euh, et tout simplement pour, en premier temps, essayer de les faire réfléchir à la définition des actions à prioriser, en fait. Sachant que en parallèle, nous étions en fin de vie du premier schéma directeur handicap. Donc, il y avait aussi ces travaux qui concernaient le second schéma directeur handicap qui était en cours. Donc, j'ai pu travailler en parallèle, en fait, sur ces deux projets-là, sur ces deux plans-là. Voilà. Ces premiers travaux, ils ont ensuite été, je suis allée les présenter, en fait, à ma gouvernance et ils ont été présentés dans les différentes instances de l'université. D'accord, Très pour bien. informer du projet de plan d'action qui, au final, s'est transformé en projet de conventionnement avec le FIPHFP. Voilà. Mais l'idée, D'accord. c'était d'abord d'aller faire accepter le fait qu'on allait travailler ce plan d'action et travailler ce projet. Donc, on a associé les organisations syndicales, les élus aussi. Moi, j'ai présenté ce projet devant le CHSCT à l'époque, en présence d'ailleurs de la directrice territoriale du FIPHFP. Voilà. Et puis, je l'ai présenté dans différentes instances, le comité de pilotage handicap, la gouvernance, etc. Alors, Euh, comment on peut faire un point d'arrêt aussi sur les articulations qu'il peut y avoir entre le schéma territorial, le handicap, et la convention avec le FIP. Donc, au départ, il y a un premier schéma, il y a un renouvellement, il y a un axe qui touche particulièrement l'emploi des agents en situation de handicap dans le schéma territorial. Rappelle-nous, est-ce que tu peux nous rappeler dans le schéma territorial de quoi il est composé et en alors, quoi ta mission se loge aujourd'hui dans quelque chose de particulier? je pense que tu parles du schéma directeur handicap de Pardon, l'université. schéma directeur, D'accord? pardon. Ouais. Schéma Donc, ce directeur. schéma directeur du handicap à l'université, il existe depuis 2015. Donc là, on va entamer les travaux sur le troisième schéma directeur du handicap. Le schéma directeur handicap, en fait, il est porté, il est piloté par le chargé de mission handicap.
puisque le chargé de mission handicap, il conduit vraiment une politique transversale afin d'accompagner la coordination des structures et des services de l'université au profit de tous les usagers. Donc, en fait, ce schéma, il va afficher, il a 10 axes, hein, ce schéma. Donc, c'est un schéma qui affiche des objectifs, on va dire, stratégiques, mais dont découlent aussi des objectifs plus opérationnels. Donc, chaque axe de ce schéma directeur est piloté par un porteur. Donc, un exemple, on a un axe qui est dédié à l'accessibilité immobilière. Donc, nous avons un porteur de cet axe qui veille à ce que les engagements pris dans le schéma directeur du handicap, qui a une durée de 5 ans, soient bien mis en œuvre. Ok. Donc, on a un axe dédié à l'accessibilité numérique, donc accessibilité bâtie, communication, sensibilisation. On a un axe dédié à la formation, un axe dédié à la recherche et un axe dédié à l'accompagnement, à l'emploi et à l'accompagnement des personnels en situation de handicap. Donc, que je porte, en fait, hein, cet axe-là, je le porte pour le schéma directeur handicap. Et dans ce schéma directeur handicap sont affichées les actions priorisées pour l'emploi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour 5 ans. Mais ils sont affichés de manière un peu large. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant de travailler son propre plan d'action pour vraiment se fixer ses engagements un peu plus à court terme. C'est pour ça que le plan d'action qui est proposé par le FIPHFP peut tout à fait venir en appui hein, de ce plan d'action, puisqu'on va plutôt parler de plan d'action sur 3 ans, voire 4 ans, puisque moi, mon dernier plan d'action est conventionnement avec le FIPHFP. Nous l'avons signé pour 4 ans. Alors du coup, tu as été à l'origine, peut-être avec la directrice territoriale au handicap de l'époque, de faire correspondre, entre guillemets, l'axe que tu portais avec une convention FIP. Comment les choses se sont réalisées et quel levier tu as pu trouver là-dessus en interne? Alors, la convention avec le FIPHFP, c'est un axe, c'est un engagement pris dans le cadre du schéma directeur handicap. C'est une des actions, en fait, dédiées au personnel dans le cadre du schéma directeur handicap. Donc, Et- effectivement, on va beaucoup retrouver dans la convention des actions qui sont déjà affichées, des engagements affichés dans le schéma directeur handicap. D'accord, donc il y a une correspondance et il n'y a pas, on va dire, du doublon entre l'axe que tu portes dans le cadre du schéma directeur et la convention. Le schéma directeur est probablement plus large, on va dire, que la convention, ou pas forcément, ou alors c'est vraiment collé. Oui, oui, en fait, on va plutôt. En fait, dans le schéma directeur handicap, il y a vraiment de la transversalité avec les autres axes du schéma. Donc, on va plutôt parler au niveau du collectif, mais au-delà aussi des personnels, en fait. Vraiment, ça fait partie de l'ensemble. Voilà. Le conventionnement avec le FIPHFP, pour moi, bien sûr, il va engager de la démarche plutôt pour le collectif, hein, des actions vers le collectif, mais il engage surtout des actions dédiées plus à l'individu, en fait. À Voilà, l'accompagnement individuel. à Ok. l'accompagnement individuel. Ouais. Ok, ça marche. Peux-tu nous dire quelques mots sur justement cette convention, peut-être les axes que vous avez retenus au-delà des axes habituels, mais peut-être que tout notre auditoire ne connaît pas forcément ce qu'il y a dans une convention avec le FIP. On va faire un petit zoom, mais on élargira encore un peu après, bien sûr, et en particulier parce que je pense que c'est vraiment très intéressant de montrer ce que ça a pu produire. Il y a eu tout à l'heure une question de Nina Sénécal qui nous parle des ambassadeurs et ambassadrices, ça fait partie des belles réussites de l'université. Donc on viendra là-dessus tout à l'heure, hein, je vous le promets. Mais peut-être juste voilà, se redonner quelques éléments de repère sur la convention. Alors, en fait, c'est ce qui est intéressant avec les ressources que propose le FIPHFP, c'est que lorsqu'on conventionne avec le FIPHFP propose, voire presque impose, en fait, de travailler par axe. Donc, c'est ce qui va déterminer le plan d'action, c'est-à-dire qu'automatiquement, on va aller travailler par axe. D'accord? Donc, moi, j'ai simplement, dans mon plan d'action, repris ces axes donc, qui sont proposés par le FIPHFP et je suis allée travailler sur tous ces axes-là. Voilà. Ce que je pense qu'il est important quand même, Jérôme, à ajouter, c'est, je l'ai dit dès le départ, il faut associer le maximum d'acteurs. Donc, quand on va travailler son plan d'action, que ce soit pour conventionner
ou pas, finalement. Mais quand on travaille son propre plan d'action en tant que service handicap, en tant que référent handicap, en tant que correspondant handicap, il faut vraiment, vraiment aller s'appuyer sur les ressources internes en priorité. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, dès que j'ai eu la validation par l'ensemble des acteurs qu'on pouvait s'engager dans le conventionnement, j'ai mis en place des groupes de travail par axe. Donc, j'ai repris les axes, en fait, que propose le FIP et j'ai mis en place des groupes de travail internes, voire avec des participations externes. Donc, un exemple, hein, donc on a un axe 1 qui est dédié Recrutement. au recrutement, hein, Mhm. recrutement, intégration, insertion. J'ai mis en place, donc, pour construire, en fait, le plan d'action, mais aussi pour veiller à la bonne mise en œuvre des engagements pris, un groupe de travail que j'appelle axe 1, qui réunit le responsable du service des recrutements, qui va réunir des chargés de recrutement. C'est très important parce que les chargés de recrutement, ben, elles sont vraiment, elles, au premier contact hein, avec les candidats qui arrivent. Donc, il faut aussi les former justement et les sensibiliser au fait de recruter ces personnes en situation de handicap. J'y ai associé la gestion prévisionnelle, bien entendu. J'y ai associé également les services qui sont plus en lien avec les étudiants dans le cadre de l'insertion professionnelle, pour voir ce qu'on pouvait travailler ensemble, pour essayer aussi, si possible, d'intégrer le plus possible nos propres étudiants dans nos recrutements. Voilà, et ça pour chaque axe. Un axe qui est aussi essentiel pour le correspondant handicap dans le cadre de son plan d'action, c'est l'axe qui est dédié à la communication. Communication, sensibilisation, information. Parce que quand on crée un plan d'action, il faut savoir après communiquer, le rendre visible, le rendre lisible, en fait. Et il est impératif d'associer dans ce type de groupe de travail. Donc, moi, j'avais un GT Axe 5 communication, enfin, je l'ai toujours, le directeur de la communication. Voilà, par exemple. Donc, pour chaque axe, en fait, c'est ce que j'ai fait et j'ai créé ces groupes de travail. Ce qui est important, c'est vraiment pour le correspondant handicap, c'est cette co-construction, parce qu'on ne peut pas mener tout ça tout seul, d'accord? Ça, c'est certain. Donc, il faut vraiment s'appuyer aussi sur les ressources internes et du coup, les intéresser, en fait, aussi, au projet hein, et les rendre acteurs dans le projet. Donc, moi, donc, il y a eu la rédaction, la validation. Euh, le correspondant handicap, il est aussi euh, garant, en fait, de la bonne mise en œuvre hein, des actions qu'il aura affichées, des engagements qu'il a affichés. Mais il ne doit pas être seul à y veiller. Il a vraiment besoin d'appui, donc appui de décideurs pour faire avancer ses actions. Ce que j'ai fait, moi, lorsque le premier conventionnement a été acté, c'est que j'ai mis en place un comité opérationnel du plan d'action. Donc, en fait, qui réunit là le chargé de mission handicap, donc comment dire, des acteurs qui ont des moyens d'agir, en fait. Niveau Donc, stratégique, notamment. voilà, donc Oui. chargé de mission handicap, direction générale des services, directeur de la communication, des ressources humaines, etc. Et ces membres, en fait, de ce comité, en fait, Comité, oui. opérationnel, ils sont aussi responsables aux côtés du correspondant handicap de la bonne mise en œuvre de l'action pour lesquelles on s'est engagé. Voilà. Donc ça, je Ok, pense que alors c'est peut-être important. en revenons maintenant peut-être sur un des axes qui est l'axe 7, parce que j'ai l'impression que lui, il est très transversal. Il peut aller de la prévention jusqu'à éventuellement à de l'accompagnement à l'évolution professionnelle. On voit que dans le parcours, entre guillemets, d'une personne, il y a pas mal de choses. Alors, euh, je profite de la question que nous posait Nina Sénécal tout à l'heure pour me parler justement de ce projet d'ambassadeur et d'ambassadrice. Comment il est né? Qu'est-ce qui a été au départ peut-être les constats qui a justifié que vous montiez ce projet? Et puis après, tu nous expliqueras comment il fonctionne, ce projet, bien sûr. Alors, le réseau, il est né du constat que l'on avait fait, notamment avec mon chargé de mission handicap, sur le fait que euh, on a su en fait consolider nos organisations. On avait les moyens, les ressources humaines, les équipes pluridisciplinaires, les process, les moyens financiers de pouvoir accompagner nos agents. La grosse difficulté que nous avions, c'était de communiquer là-dessus, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en regard de la dimension de l'établissement, ce qui est très compliqué, mais en fait, c'est d'arriver à connaître ses droits
au personnel. Donc ça, c'était le premier constat que je faisais, c'est que bien que j'avais mis en place pas mal de choses, je me rendais compte que les agents ne venaient pas vers moi, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'information. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est quand on a travaillé le plan d'action et quand on a fait le choix de conventionner avec le FIP, on avait trois priorités, on va dire, trois axes stratégiques. C'était renforcer la lisibilité de notre politique handicap. Donc, on avait déjà une politique assez inclusive, mais on avait encore besoin de renforcer cette lisibilité en interne et en externe. Pour moi, ce qui était très important, c'était de garantir le financement de mon plan d'action sur les 3 ans. Ça, c'est essentiel pour un correspondant handicap, de s'assurer qu'il a bien sa propre ligne budgétaire, qu'il n'a pas à aller solliciter pour chaque action une demande particulière. Ça, c'était essentiel. Et ensuite, le troisième objectif de ce plan d'action, c'était vraiment de fédérer les acteurs, en fait, de créer une vraie dynamique en interne. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place le réseau des ambassadeurs et ambassadrices handicap. Euh, Et, et comment ça s'est fait? Alors du coup, c'est appel à candidature, c'est détection comme ça par ta connaissance personnelle ou la connaissance de son réseau. Comment ces ambassadeurs ont été identifiés et comment ils ont été mis en œuvre, entre guillemets? alors, avant tout, il y a eu un gros travail de structuration, de positionnement à faire acter par la gouvernance. À savoir que les membres du réseau, les ambassadeurs et ambassadrices handicap à l'université, ils ont une lettre de mission qui est signée par la gouvernance. Et cette lettre de mission les autorise à effectuer ces missions au titre de l'établissement jusqu'à hauteur de 10% de leur temps de travail. D'accord? D'accord? Donc ça, c'est surtout pour les BIAT. Après, pour les enseignants-chercheurs, la lettre de mission est un peu différente. Mais l'idée, c'était quand même que ça fasse partie, ça fait partie de l'intérêt collectif et il fallait qu'on puisse aussi valoriser cette mission auprès des agents qui sont des bénévoles, en fait. Donc, Bien sûr. effectivement, ce que l'on fait, c'est que tous les ans, à l'issue de la semaine européenne, donc qui a lieu là, la semaine prochaine, on lance un appel à candidature, un nouvel appel à candidature. Donc, les personnels candidatent sur un formulaire, affichent leur intérêt à être ambassadeur. Et il y a une commission qui se réunit et qui va valider en fait la candidature ou pas, parce que parfois, voilà, il peut arriver aussi que certains agents aient d'autres fonctions. Voilà, donc l'idée, c'est aussi qu'ils aient vraiment le temps pour le faire. Et sachant que cette candidature, elle est validée automatiquement, autorisée par le responsable direct. Ça, c'est De- indispensable de- aussi. du coup, Nathalie, devons-nous comprendre que en fait, on candidate pour un an et que tout est remis en cause l'année d'après, ou alors au contraire, Oui, vous élargissez? Oui, c'est comme ça? oui. En fait, on sollicite nos ambassadeurs pour savoir s'ils souhaitent se réengager ou pas. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que évoluer, hein. C'est-à-dire que, je ne sais plus, on a commencé à une vingtaine, aujourd'hui on est à plus de 40. Et là, on va lancer notre appel à candidature en sachant qu'on a peut-être 35 ambassadeurs qui restent. Donc voilà. L'idée étant que on arrive à couvrir un petit peu tous nos sites en fait, hein, parce que c'est ce qui Ouais. est vraiment important pour nous. Alors, il y a une question sur la formation des ambassadeurs, et j'allais y venir justement. Comment ces ambassadeurs ne se retrouvent pas un peu en porte-à-faux avec les équipes pluridisciplinaires, assistantes sociales, etc. Quel est le cadre qui leur a été donné pour ne pas dépasser les frontières et au contraire peut-être les orienter vers ce qu'ils peuvent faire de mieux et pas ce que font déjà les autres? Alors, ils ont bien évidemment des formations obligatoires. Donc, on ne peut pas devenir ambassadeur, même si on a une lettre de mission. De toute façon, automatiquement, on est tenu de participer à une première formation qui, justement, va les sensibiliser sur leur vrai rôle, que tu connais, Jérôme, puisque tu as participé aussi hein, à ce type de formation chez nous. Donc, une formation à minima sur une journée complète où on va, bien sûr, les informer sur la politique handicap à l'université auprès des personnels, toutes les personnes ressources, l'organisation du service, comment on accompagne les agents. Ils ne se substituent pas aux professionnels. Ce ne sont pas des professionnels, ils ne se substituent pas aux professionnels. Ils sont là pour travailler sur la communication,
justement, des organisations. Ils sont là pour mener des actions de sensibilisation. Par exemple, voilà, la semaine prochaine, ils vont mener, tout au long de la semaine, ils vont mener quelques actions de sensibilisation dans leur structure au sein de l'université. Voilà, ils participent hein, aussi, par exemple, tous les ans, l'université organise son propre forum de l'emploi. Les ambassadeurs sont représentés et participent à l'organisation du forum. Voilà, mais effectivement, ce ne sont pas des professionnels. Donc, en fait, l'idée, c'était qu'ils soient identifiés comme une première porte d'entrée pour les agents qui souhaitent avoir une première information. Et après, eux, leur rôle, c'est vraiment de renvoyer vers les professionnels. Alors, il y avait enfin, une question mais qui a été posée 2 fois par 2 personnes différentes auxquelles on va vite répondre. La question, c'était est-ce que ces ambassadeurs s'occupent également des étudiants? Et voilà, je pense que tu peux répondre rapidement à ça. En l'occurrence, il y a quand même une distinction, même si ça peut être intéressant de se poser la question de savoir, enfin, de connaître les liens qu'il peut y avoir entre ceux qui s'occupent des étudiants et ceux qui s'occupent du personnel. Mais peut-être répondre déjà à cette première question, est-ce que les ambassadeurs ont un rôle vis-à-vis des étudiants? Alors, jusqu'à aujourd'hui, pas vraiment. C'est pas identifié ainsi dans leur lettre de mission. Ils sont vraiment identifiés comme ayant ce rôle auprès des personnels. Mais bien évidemment, dans la réalité des activités de tous les jours, on a des ambassadeurs qui sont de la gestion pédagogique, d'autres qui sont enseignants. Bien évidemment que cette mission, elle s'élargit automatiquement en termes de sensibilisation auprès des étudiants. Mais pour les étudiants, il existe aussi un autre dispositif en fait à l'université. Donc il y a un service hein, qui est dédié à l'accompagnement des étudiants à besoins spécifiques, qui est le service phase chez nous. Et ce service phase a mis en place aussi des référents handicap Mhm. qui sont là plutôt pour accompagner les étudiants. Voilà. Ensuite, tout ce qui touche à la sensibilisation, les actions de sensibilisation que mène le réseau, bien évidemment, quand ils travaillent sur ces actions, quand ils font des actions au sein de l'université, bah, les étudiants sont aussi intéressés et viennent en fait chercher des informations. D'accord. Alors, une autre question de Françoise Le Fichon, que je salue par ailleurs, qui nous avait posé la question sur le fait que les ambassadeurs s'occupaient ou pas des étudiants et qui parle également des doctorants en situation de handicap. En fait, le statut importe peu, je suppose, pour être ambassadeur, ou au contraire, est-ce que... Nous avons aussi des doctorants contractuels, effectivement, qui sont ambassadeurs. Oui, oui, tout à fait. Ok, très bien. Et donc, bien évidemment, l'orientation entre guillemets donnée par la convention, mais également des axes, enfin, que tu portes dans le cadre du schéma directeur, ça s'adresse en premier lieu au personnel. Quels sont alors du coup peut-être les liens qui peuvent être faits avec ceux qui s'occupent des étudiants en situation de handicap? Alors, dans le cadre notamment de l'insertion, hein, c'est ce que je disais, tu vois, par rapport au premier axe, moi, je travaille aussi beaucoup avec la mission d'appui à l'orientation et l'insertion professionnelle, par exemple. Il y a au sein de cette mission d'appui, il y a aussi une référente handicap. Voilà. Donc, par exemple, lorsqu'on organise du OD à l'université, elle organise du OD en tant qu'employeur. Mais elle organise aussi du OD en tant que structure accompagnante des étudiants vers l'ascension professionnelle. Donc voilà, on travaille ensemble sur ces sujets-là. Ensuite, le chargé de mission handicap, donc qui pilote le schéma directeur handicap, a mis en place aussi des groupes de travail qui associent l'ensemble des porteurs. D'accord, de ces axes. Donc, on se réunit. Là, on va se réunir d'ailleurs la semaine prochaine. Hein. Tous les porteurs des axes se réunissent pour essayer justement de trouver quel lien on peut faire entre nous en regard de toutes les actions que l'on mène. D'accord, et ça se traduit par quoi, par exemple? Enfin, les liens que vous avez pu voir jusqu'à présent quand il y a eu ce genre de réunion, c'était Euh, on va de quel ordre? travailler, par exemple, si on parle de l'accessibilité, que ça soit l'accessibilité numérique comme l'accessibilité au bâti, ben, bien entendu, quand nous travaillons chacun sur nos axes, on le fait aussi bien pour les étudiants que pour les personnels, par exemple. D'accord. Voilà. Ok, trouver la cohérence. Bon, parfait. Alors, on est toujours sur le côté, si ce n'est innovant, en tout cas, un peu tête chercheuse, parce que vous représentez pas mal à l'université. On parle beaucoup en ce moment d'évolution professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur la place que ça prend, peut-être dans le plan d'action, dans la convention, comment être attentif, vigilant et accompagner les agents en situation de handicap dans leur évolution professionnelle? Alors,
Il y a la première chose, on en revient toujours à l'information à apporter à la communication. Le service handicap, il est vraiment affiché à l'université comme étant un service qui accompagne les agents dès leur arrivée et tout au long de leur carrière professionnelle. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'employeur, il se doit de mettre à disposition en fait un référent handicap hein, qui est là pour répondre à toutes ces questions. Euh, Au sein du service handicap, notamment, il y a une référente handicap qui est conseillère en évolution professionnelle. Mhm. Donc, cette conseillère en évolution professionnelle, elle va, entre autres, prendre en charge notamment toutes les situations d'agents qui sont en risque d'inaptitude. Donc, on a besoin, par exemple, de changer d'affectation, ou les agents qui sont inaptes et qu'on va devoir reclasser. Ça, c'est une première chose. Ensuite, dans le cadre de l'évolution professionnelle, le service handicap prend en charge, bien entendu, tout ce qui est lié aux formations Mhm. certifiante ou pas, diplômante ou pas, au VAE, les bilans de compétences aussi. On met en place beaucoup de bilans de compétences pour les agents. Et puis, Mhm. on travaille avec eux sur, lorsqu'il y a des choix de mobilité, hein, internes ou externes, on travaille aussi avec eux sur ces choix, pour travailler sur ces choix de mobilité, en fait. Alors, et quelle place prend, par exemple, les décrets comme celui de 2020 sur le détachement ascensionnel? Comment on passe éventuellement d'un statut à l'autre? Quel est le plafond de verre éventuellement que vous arrivez à dépasser dans justement cette représentation que les personnes peuvent avoir de leur évolution professionnelle? Alors, pour nous, on a beaucoup utilisé deux dispositifs à l'université. Donc, effectivement, il y a le détachement ascensionnel, mais avant ça, il y a quand même les recrutements qu'on appelle réservés aux bénéficiaires d'obligations d'emploi. Donc, ça, c'est un dispositif qu'on utilise depuis très longtemps. Et tous les ans, donc, l'université propose ce type de recrutement réservé qui permet donc à une personne qui n'est pas dans la fonction publique de rejoindre la fonction publique sans passer de concours. Voilà. Au départ, on utilisait ce dispositif essentiellement pour des catégories C. Mhm. Aujourd'hui, en fait, on l'utilise aussi pas mal pour des catégories B ou des catégories A. Voilà, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc ça a beaucoup évolué. Ensuite, bien sûr, il y a le dispositif lié au recrutement de maîtres de conférences aussi, réservé BOE. Donc, c'est pas facile parce que il faut identifier les profils. Voilà, ça demande un gros travail aussi, justement, d'état des lieux avec les structures, etc. Mais c'est un dispositif qu'on utilise. Et évidemment, il existe aussi donc ce fameux détachement ascensionnel destiné aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui était dérogatoire, qui normalement doit s'arrêter là 2026. Hein, voilà, on est dans l'attente de savoir si effectivement on va pouvoir le réutiliser, ce qui serait vraiment très très bien parce que effectivement nous avons beaucoup utilisé aussi ce dispositif pour accompagner nos agents dans cette évolution professionnelle et notamment les agents qui ont des difficultés à passer les concours pour pouvoir évoluer. Voilà. Donc, on a passé tous les ans, effectivement, on s'est servi de ce détachement, donc pour passer de C à B, mais de B à A, et de voir de A- à A plus aussi. Voilà. Donc ça, on croise les doigts pour qu'on puisse continuer à l'utiliser encore longtemps, parce qu'effectivement, on se rend compte que c'est un très bon levier aussi pour favoriser cette évolution professionnelle pour nos agents. Je fais une petite parenthèse, elle n'est pas complètement d'ailleurs à côté de la plaque par rapport à d'autres sujets, mais celle des doctorants et puis ensuite des maîtres de conférences qui, comme tout le monde, peuvent rencontrer des situations de handicap. Je me souviens que tu m'avais donné un chiffre que j'avais trouvé important et toi tu m'avais dit, oh non, c'est pas très très important en pourcentage. Je crois que malgré tout, parmi les gens que vous accompagnez, vous en avez pas mal de doctorants ou de maîtres de conférences. Oui, alors d'enseignants de manière générale, Oui, mais au niveau des universités, alors je pense que j'ai pas mal de collègues qui participent à ce webinaire hein, qui ont ce même constat, mais de manière générale, on a plus de 80% des agents déclarés qui sont des personnels BIAS c'est et ça. entre 15 et 20% de personnels qui sont des personnels enseignants, enseignants-chercheurs. Voilà. Donc, les doctorants, en fait, on se rend compte qu'il y a une vraie évolution chez nous. Hein. Mais là aussi, c'est parce qu'il y a un gros travail qui a été mené de sensibilisation au sein du collège des écoles doctorales pour aller mettre en avant, en fait, l'intérêt pour ces doctorants de se déclarer auprès de l'employeur, enfin de faire les démarches, puis après de se déclarer auprès de l'employeur, les droits que ça leur ouvrait au titre de contractuel, en fait. Parce que nous accompagnons les doctorants qui ont un contrat
avec l'Université de Bordeaux. Voilà. Ok. Réservé BOE ou pas d'ailleurs, hein, parce que nous avons effectivement tous les ans, l'université ouvre des supports spécifiques réservés aux doctorants BOE. Voilà. Elle sollicite le ministère qui, effectivement, propose aussi ces supports. Donc, en général, on a 1 ou 2 supports qui sont financés par le ministère, mais l'université participe aussi et ouvre aussi et finance aussi quelques supports de contrats de doctorants réservés au BOE. Alors, on n'est pas très très loin non plus, mais on est passé très rapidement tout à l'heure sur l'axe 1, sur le recrutement, et il y avait une question toujours de Françoise Fichon, que je remercie de sa contribution active, notamment sur les liens qui se faisaient avec les CFA, ou peut-être en tant qu'université aussi. Enfin, comment en fait vous recrutez, et quels sont les acteurs, enfin les ressources, les leviers que vous arrivez à trouver sur le recrutement? Alors, il y a une chose qui est importante, c'est que, comme je disais, on a une gouvernance et un portage politique fort qui fait que notre président, lorsqu'il diffuse sa note de cadrage dans le cadre du plan de gestion des emplois, met Mhm. toujours en avant, effectivement, aussi cette responsabilité en fait de l'université d'être inclusive et met en avant le fait que on va aller, bien entendu, chaque structure se doit comment dire, de veiller à un minimum d'emploi au titre du handicap. D'accord, ça c'est la première chose. Ensuite, en fait, moi je m'appuie énormément sur le service recrutement de l'université. Et alors, on participe bien sûr par exemple là, aujourd'hui justement, j'ai ma collègue qui est conseillère en évolution professionnelle qui participe au REH, Rencontre Emploi Handicap, qui sont organisées par la ville de Bordeaux. Voilà. Mais aux côtés du service recrutement. Ensuite, le service handicap, en fait, accompagne le service recrutement sur tous ces forums, sur toutes ces animations, pour vraiment être associé au recrutement. Ça, c'est important, c'est dans le cadre de la visibilité. Ok. Voilà, après, ben oui, on organise notre propre forum de l'emploi. Ensuite, moi, j'ai un partenariat fort aussi depuis très longtemps avec Cap Emploi, Mhm. qui est un de nos acteurs et partenaires vraiment majeurs, hein, dans le cadre et du maintien dans l'emploi, mais aussi dans le cadre du recrutement. Alors, ça sous-entend, la question sous-entend peut-être, j'ai entendu CFA, sous-entend peut-être quels moyens nous avons vis-à-vis de l'apprentissage, parce que je sais que c'est un engagement qui est demandé aussi par le FIP dans le cadre du conventionnement aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'essayer de développer le plus possible l'apprentissage, notamment réservé aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sachant qu'on ne peut pas réglementairement l'afficher ainsi, hein, ça c'est important. Autant on peut recruter des BIATS, enfin faire des recrutements réservés BIATS, autant pour les apprentis ce n'est pas possible. Donc ça c'est un peu bloquant en fait pour nous. Donc ça c'est quelque chose qu'on a développé aussi à l'université depuis quelques années, mais c'est un travail que l'on fait de fond avec les structures en fait. Voilà. Par exemple, moi, dans mon service aujourd'hui, j'ai une apprentie, une alternante qui prépare un master RH et que l'on a recruté via la convention avec le FIPHFP. On travaille aussi avec nos structures sur l'accueil de stagiaires BOE. Voilà, les D'accord. stagiaires qui font des stages dans les laboratoires, par exemple. Ok. J'ai plusieurs questions. Alors, on a balayé finalement un peu l'organisation, enfin en tout cas l'histoire qui a fait qu'à un moment donné vous avez construit ce plan d'action, qui était d'ailleurs peut-être même antécédent à toi, mais pour lequel tu as vraiment donné corps avec une structuration, une mobilisation de différents acteurs, le lien qu'on a fait avec la convention avec le FIP, les engagements également qu'il faut prendre avec le FIP. Bon, tout ça, on le traverse en quelques minutes et on rattrape le temps. Et je te remercie Nathalie de ta concision. Mais peut-être que la vie n'est pas aussi rose et que tu as dû te confronter à un certain nombre de difficultés, puis que tu as peut-être trouvé des leviers. Alors, quels ont été les leviers que tu as su mobiliser, ou en tout cas les opportunités qui finalement se sont avérées à toi sans que ça soit forcément quelque chose qui était préconçu dans ta tête au départ? Alors, je dirais que je pense que la vigilance qu'il faut avoir au départ, c'est la soutenabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans un plan d'action,
ce qui est vraiment important, c'est d'envisager ce plan d'action pour qu'il soit vraiment réalisable et soutenable. Donc, je ne me suis pas fixé des objectifs non plus extraordinaires. Je ne sais pas si tu m'entends encore, Jérôme, je vois que tu ne bouges plus, ton image Si, ne si. bouge plus. Ah, Ah, moi, je t'entends très bien. Je ne sais pas si. d'accord, ok. Voilà, Euh, parfait. donc voilà, je dirais que la première chose, c'est vraiment d'être vigilante sur ben, les engagements que l'on va prendre et rester vraiment sur quelque chose qui soit très soutenable. Et en termes de charge de travail, ressources humaines, et bien sûr sur le volet financier. Donc effectivement, ce qui est certain, c'est que depuis que moi j'ai commencé à travailler sur ce plan d'action, depuis qu'il a été mis en place avec le premier conventionnement, il y a eu une forte évolution de la demande. Parce que plus on fait connaître, plus on communique, plus on met en confiance, plus on sensibilise avec le réseau et plus la demande arrive. Donc, ma première difficulté, ça a été de répondre à cette évolution. Donc là aussi, il a fallu que j'aille un petit peu ben, mettre en avant le fait que ben, seul, ben, ça allait être compliqué de tout mener de front. Donc il y a aussi cette évolution en fait en parallèle du service qui s'est faite en fonction des moyens, hein, bien sûr, de l'établissement, hein, voilà, en termes de ressources humaines, pour qu'on puisse quand même ben, répondre à cette forte demande. La deuxième chose, je dirais pour moi, qui a été un peu, euh, comment dire, à laquelle je ne m'attendais pas forcément, c'est l'évolution de mon métier en tant que référente handicap, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le correspondant handicap, il pilote hein, les actions. Le référent handicap, il est plus un accompagnement individuel et spécifique. Il y a eu une vraie évolution de cet accompagnement en regard notamment du type de pathologie déclarée aujourd'hui. Ah, Euh, c'est-à-dire l'émergence notamment des troubles cognitifs, psychiques, etc. en ouais, particulier? oui, Ouais. les troubles psychiques, la santé mentale dégradée, les troubles du neurodéveloppement, de plus en plus d'agents se déclarent auprès de nous. Et du coup, effectivement, ça implique que le référent handicap soit formé aussi hein, pour pouvoir répondre en fait à ce type de trouble et soit formé pour ben, accompagner, bien accompagner, soit formé pour aller sensibiliser les managers, les structures qui comprennent pas toujours. Voilà. Donc, on a aussi beaucoup un rôle aujourd'hui, le référent handicap, il a ce rôle aussi un peu de médiateur parfois auprès des managers et un rôle d'écoute essentiel et important, bien sûr toujours en toute confidentialité, auprès de ces agents que l'on accompagne. Alors, tu disais en début de webinaire qu'il y avait quand même une équipe autour de toi et que tu avais aussi recruté une autre référente handicap qui, enfin, avec qui vous aviez partagé peut-être la tâche. Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, comme je disais, donc, donc moi je suis correspondante handicap et référente handicap. Le Oui. correspondant handicap, il pilote, on va dire, toutes les actions. Il a en charge le suivi de la convention, notamment le suivi financier, les bilans, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd, hein, malgré tout. Voilà. La référente handicap qui est dans mon service, en fait, elle accompagne de manière individuelle et spécifique les agents, donc elle est formée pour ça, mais elle est aussi conseillère en évolution professionnelle. D'accord. Voilà. Euh, donc, et Et, puis et- à mes côtés aussi, ça avait été ouais. d'ailleurs une de mes demandes dès que l'université a fait le choix de conventionner, c'est aussi comment dire, de pouvoir avoir à disposition une gestionnaire administrative et financière qui réalise tout le suivi financier de la convention, notamment. Alors bon, on voit bien que la mission du référent handicap, quand elle est doublée en plus de correspondante handicap et qui en plus pilote un des axes du schéma directeur, c'est sans doute assez lourd. Alors quels sont aujourd'hui pour toi encore les freins qu'il faudrait arriver à lever ou pour lesquels tu trouves que ça constitue encore une lourdeur, tu n'as pas forcément encore trouvé toutes les réponses qu'il fallait? Alors, des projets, il y en a, enfin, j'en ai beaucoup. Donc, l'idée, c'est vrai que sur cette thématique, en fait, il y a beaucoup de choses encore à mener, beaucoup de choses à faire. Donc, comme je l'ai dit, il faut arriver à rester très raisonnable pour au moins consolider ce qu'on a réussi à mettre en place.
et le faire évoluer avec le temps un petit peu en fonction des besoins, en fonction des demandes. Euh, le service, il a quand même été bien étoffé aujourd'hui pour répondre à cette demande. Je trouve que il y a un point, un axe en fait que je souhaiterais développer plus, c'est justement la sensibilisation auprès des enseignants, enseignants-chercheurs, auprès de cette communauté, pour que peut-être les mettre encore plus en confiance et faire en sorte que voilà, ils viennent un petit peu plus se déclarer. Sachant que ce que l'on peut mettre dans la balance entre un agent BIAT et un enseignant-chercheur quant à sa situation de handicap au travail, c'est que effectivement, l'enseignant-chercheur, il a plus de possibilités d'adapter et de compenser sur son poste de travail que le personnel administratif et technique qui a d'autres, pour lesquels il y a d'autres attendus, en fait. Voilà. Donc, c'est souvent pour ça aussi que les enseignants-chercheurs, ils vont plutôt s'organiser en regard de leurs activités. Ils vont mettre en place, voilà, des compensations sans forcément avoir besoin de faire appel à un acteur, à un autre acteur de l'université. Tu parles d'autonomie en termes de stratégie de compensation ou tu parles Oui, plus des modalités techniques, on va dire, de compensation? alors, plutôt en regard de l'organisation du travail. Après, effectivement, nous avons aussi des enseignants-chercheurs qui ont des besoins d'accompagnement au maintien dans l'emploi parce qu'on a besoin de mettre en place des aménagements. Oui. Voilà. Donc là, effectivement, la plupart du temps, les enseignants-chercheurs qui se déclarent chez nous, euh, souvent ont besoin d'aménagements. Donc, ça peut être de l'aménagement ergonomique du poste de travail, ça peut être de l'aménagement du temps de travail, ça peut être, bon, on le sait, hein, nous, on prend en charge notamment le reste à charge des prothèses auditives, on va prendre en charge, ben, voilà, quelques prises en charge comme ça qui peuvent être intéressantes pour eux. Mais en ce qui concerne le temps de travail, l'organisation du temps de travail, l'organisation du travail, ils sont un petit peu plus autonomes, on va dire. Voilà. Alors, pas tous, hein, parce que ça dépend du statut de l'enseignant, mais de l'enseignant-chercheur et dans quoi il enseigne. Mais de manière générale, ils vont plus arriver à compenser et adapter par eux-mêmes leur organisation. Peut-être effectivement se mettent-ils aussi parfois des freins parce que considérant qu'au poste où ils sont, il faut qu'ils se débrouillent par eux-mêmes, mais ça c'est propre à chaque individu, c'est difficile d'en faire des généralités. Je voyais un commentaire qui laissait supposer on pouvait ne pas être tout à fait d'accord avec le fait que c'était simple ou plus simple, mais je pense qu'on doit se méfier des généralités. Alors il y Oui, tout avait à fait. des questions sur les formations et moi j'aimerais revenir un peu sur les sensibilisations. On est la semaine avant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, c'est souvent l'occasion d'arriver à focaliser. Alors déjà, les formations, bah, il en existe plein, mais peut-être Nathalie, tu peux toi nous témoigner de ce que tu as pu identifier, découvrir comme formation, ce que tu fais également comme sensibilisation. Et ça serait intéressant d'ailleurs de faire peut-être un zoom aussi sur l'état peut-être de sensibilisation un peu générale, et notamment des managers, des encadrants. Alors là aussi, il y a encore beaucoup de travail à mener, hein. Tout n'est pas parfait. Donc effectivement, nous proposons le service. Donc par exemple ce matin, voilà, je proposais une sensibilisation auprès d'une équipe en fait autour justement des troubles du neurodéveloppement. Par exemple, à savoir qu'aujourd'hui, ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, lorsqu'on conventionne avec le FIPHFP, c'est qu'on peut faire appel à des prestataires qui sont dédiés à l'appui spécifique, en fait. Voilà. Et donc, dans le cadre de l'accompagnement que mènent ces prestataires, enfin, nous, c'est le cas chez nous en tout cas, qui font de l'accompagnement individuel et spécifique auprès des agents, parfois, on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin en leur demandant d'agir aussi sur ce volet sensibilisation manager et collectif. Voilà, donc ils vont venir participer aussi à nos côtés à ce type de sensibilisation, sachant que moi, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas assistante sociale et je suis pas non plus une experte de toutes ces pathologies. Donc, j'ai besoin aussi de m'appuyer sur des experts pour aller sensibiliser au mieux et avec les bonnes informations, en fait, l'ensemble des managers et des structures. Euh,
La sensibilisation que mène le réseau, elle est beaucoup ciblée sur la situation de handicap invisible. Voilà, parce que ben, comme un peu partout, je pense, hein, à l'université, on a plus de 85% des agents qui sont déclarés qui sont en situation de handicap invisible. Donc, on va plutôt travailler sur cette sensibilisation. Donc, on a des mallettes hein, dédiées qui permettent, très faciles d'utilisation, qui permettent donc aux ambassadeurs d'aller effectuer cette sensibilisation. Ensuite, avec une assistante sociale avec qui je travaille vraiment en collaboration très forte, nous avons mis en place une formation aussi sur le handicap à l'Université de Bordeaux, où on va dérouler un petit peu bah, le handicap, la réglementation, les lois, etc. Et après, toute l'organisation de l'université autour de la prise en charge des agents en situation de handicap. Ensuite, en fait, on organise plein de choses. Donc, on participe euh, par exemple, jeudi soir à l'issue de DOD, on organise une conférence dédiée à la LSF. Voilà. D'accord. Alors, dans les actions de sensibilisation, j'ai envie de faire un tout petit encart en disant que 2005 nous avait apporté la compréhension que le handicap était aussi situationnel. Donc, on voit bien qu'au sein de l'université, les choses ont sans doute bougé dans la représentation que les uns et les autres peuvent avoir, parce que c'est devenu sans doute une réalité transversale. Qu'est-ce qui resterait à faire encore pour qu'on puisse comment dirais-je, porter un regard qui soit, et notamment dans l'accompagnement, mais aussi dans le management, autant individuel que collectif. C'est-à-dire comment sortir peut-être d'une espèce de représentation un peu figée dans laquelle on essaye de faire rentrer des personnes dans les fiches de poste pour avoir une représentation dans laquelle on essaye de déployer le meilleur de chaque individu dans sa spécificité. J'aimerais bien avoir une baguette magique, hein, Jérôme, mais c'est pas le cas. En fait, je pense que c'est vraiment un travail qui doit être mené par plein d'acteurs. Nous, en tant que service handicap, on travaille vraiment sur l'accompagnement individuel et spécifique en priorité. Après, il y a effectivement encore aujourd'hui un gros travail à mener au titre du collectif et un gros travail à mener auprès des managers. Nous avons des managers aujourd'hui. Enfin, il faut savoir que à l'université, en fait, quand on fait le ratio, on regarde du nombre d'agents BIAT déclarés, euh, on a entre 1,5 et 2 agents BIAT sur 10, en fait, qui sont déclarés au titre de la situation de handicap. Et comme j'ai dit, avec une grande majorité de situations de handicap invisibles. Donc, nos managers, ils sont vraiment confrontés dans leur quotidien, dans leur organisation à ces situations. Il y a beaucoup de choses qui ont été développées, mais comme partout, hein, pour essayer d'insuffler un peu le fait qu'il faut être un petit peu plus souple dans nos organisations pour pouvoir permettre effectivement à ces agents d'être maintenus sur leur poste dans les meilleures conditions possibles. Le télétravail, par exemple, c'est aujourd'hui un aménagement très intéressant qui est facilement, entre guillemets, mais assez facilement mis en place à l'université au titre de l'aménagement de poste. Voilà. Euh, Ensuite, le service handicap, effectivement, il conseille l'agent, mais il est là aussi pour appuyer et conseiller le manager. Donc, les managers savent aussi qu'ils peuvent venir à notre rencontre pour avoir un maximum d'informations, parfois sur comment j'accompagne mon agent qui est en situation de handicap, sans forcément bien sûr connaître la pathologie, hein, parce que ça reste quand même des données confidentielles et personnelles. Mais voilà, on est là aussi pour accompagner les managers qui s'interrogent un peu aujourd'hui sur comment je vais structurer, organiser mon service en tenant compte de toutes ces spécificités en fait. Et dans la réalité, ça représente combien de cas dans l'année, par exemple, de managers qui viennent pour solliciter le service handicap ou la mission handicap? Euh, alors, en fait, souvent on a affaire à des responsables qui sont des responsables de service ou de direction qui vont venir à notre rencontre et qui vont faire passer l'info après en descendant, voilà, vers leurs propres responsables. Donc, je ne saurais pas te dire exactement, mais la sensibilisation managériale, on en fait fréquemment, on en fait D'accord. très fréquemment. Voilà. Euh, Ok. donc,
Bon, peu importe après le nombre, mais c'était pour savoir si ça prenait effectivement une part importante. J'ai essayé de revenir un peu sur les différents axes qu'on avait évoqués, dont celle de la sensibilisation. Alors, il nous reste quelques minutes, parce que même si on a commencé en retard, on va quand même tenir les délais, parce que je suppose que vous avez pris d'autres engagements. Alors, il y a pas mal de questions, dont parmi les questions, il y en a une sur laquelle nous ne sommes pas arrêtés, même si je l'avais à plusieurs reprises en tête, c'était celle du rôle, ou en tout cas de la mobilisation que tu avais pu faire des instances représentatives du personnel ou des syndicats, pour être plus précis. Comment ça s'est passé? Quel rôle peuvent-ils avoir joué dans la conception autant que dans le déploiement de la politique handicap? Alors, ils ont été associés à ces fameux groupes de travail que j'avais mis en place au départ, hein, de réflexion, en fait. Là, je les ai associés à ce moment-là. Ils ont pu participer à ces réflexions. Ensuite, les travaux, en fait, qui sont menés, dans le cadre de la convention avec le FIPHFP, on a des obligations de bilan. Donc, tous les ans, on se doit de rendre un bilan financier, mais aussi un bilan narratif de l'ensemble des actions que l'on a pu mener. Donc, ces bilans, en fait, moi, automatiquement, avant de les transmettre au FIP, je vais aller les présenter. Alors, à l'époque, c'était le CHSCT. Maintenant, je vais les présenter au COPIL Handicap, je les présente au CSA et je les présente aussi au conseil d'administration. Voilà, parce qu'il est effectivement important aussi de recueillir l'avis de ces organisations syndicales, de ces élus qui aussi participent en fait à accompagner les agents hein, de manière individuelle. Effectivement, regardez, en fonction des situations, parfois, nous sommes aussi, nous travaillons aussi de temps en temps avec ces élus, enfin ces représentants que peuvent solliciter les agents. Voilà. Donc, et ils ont été vraiment, dès le départ, en fait, associés aussi au plan d'action et ils suivent hein, toutes les actions qui sont menées, ces bilans, et ils sont bien informés, effectivement, aussi de toute cette évolution. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Avec peut-être une dernière question, je vois qu'il est déjà 15h28, qui te demandait de détailler ce qu'il y avait dans ta fameuse mallette de sensibilisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une mallette qui existe dans le commerce comme Keski Ah ou oui, c'est... c'est d'accord. Oui, c'est une mallette qu'on a achetée dans le commerce. Je pourrais vous faire suivre exactement enfin, le fournisseur si vous le souhaitez. Mais c'est une mallette en fait qui est enfin, avec des fiches par typologie de Le handicap handicap? euh, et, euh, et qui est qui fait participer en fait. L'idée, c'est toujours que ça soit très ludique et participatif. Voilà. Ce type de sensibilisation, souvent, on les réalise pour, on va dire, un peu ouvrir la parole des agents qui participent. Donc, on fait des petits groupes et on se rend compte que au fil du jeu, voilà, il y a une personne qui va dire, ah ben moi je connais parce que dans ma famille, voilà, je connais cette situation. Ou alors, ah ben moi ma collègue qui vit ce genre de choses, etc. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le plus possible. Voilà. Et Ouais, sachant ça que doit c'est être vraiment ciblé invisible, hein, ciblé situation de handicap invisible. probablement la mallette Keski que nous utilisons également assez régulièrement, y compris dans le réseau Handipact. Alors, il y avait une question également sur les différentes formations. En fait, la liste, elle est relativement longue, hein. Il y a presque enfin, de très nombreux cabinets proposent, comme les nôtres, proposent des formations. Il y a aussi des universités, Marne-la-Vallée, par exemple, qui a mis en place également un DU. Vous avez le HESP qui a mis en place aussi une formation. Bref, vous en avez pas mal. Vous pouvez en trouver. Je ne sais pas laquelle toi tu utilises comme formation. Tu nous en as parlé tout à l'heure rapidement, mais est-ce qu'il y a Alors, d'autres peut-être noms? Ça faisait partie des questions. quand on parle de formation, là, j'imagine qu'on parle de formation professionnalisante pour le référent ou Oui, le correspondant handicap. D'accord. Donc ouais. moi, Ou en fait, éventuellement les ambassadeurs. oui, effectivement, les ambassadeurs. Alors, c'est deux choses différentes parce que les ambassadeurs ne sont pas des professionnels. Donc, voilà. Il y a effectivement, moi, je fais partie d'un groupe d'échange de proximité qui est rattaché à à la direction, je vais te retrouver le département parce que ça a beaucoup changé, le département handicap et insertion professionnelle donc de notre ministère. Et en fait, ce département anime un réseau de correspondants et de référents handicap pour toute la sphère éducative, enfin, pour les trois ministères.
Le groupe d'échange de proximité auquel je fais partie a, a travaillé en fait hein, sur plusieurs outils en regard de l'expérience de chacun, hein, parce que dans ce groupe d'échange, on a quand même des correspondants handicap qui sont là depuis quelques années. Donc, il y a un outil qui existe qui peut aussi aider en fait les correspondants et les référents handicap, qui est un vademecum en fait, c'est un document interne hein, au réseau pour les correspondants handicap qui peut être mis à disposition. Ça, je pourrais vous le faire suivre. Moi, ma formation initiale, elle a vraiment été réalisée par, à l'époque, la MIHP, donc ce département handicap et insertion professionnelle. Voilà. La formation, elle me semble intéressante aussi quand elle est justement donnée par des pairs, du fait de l'expérience en fait des correspondants ou des référents qui sont là depuis quelques années. Donc c'est un peu ce que travaille le département handicap et insertion professionnelle. Voilà. Donc ça a été un de mes, effectivement, la structure qui m'a vraiment apporté cette formation au départ. Voilà. Après, comme tu l'as dit, Jérôme, il existe aujourd'hui plein d'autres organismes hein, Oui, qui font cette propose des formation. formations. Voilà. À Y, l'Université de com- y Bordeaux, on com- a aussi un DU, hein, ah un oui. DU Y référent compris handicap. d'ailleurs des intervenants qui peuvent faire de la sensibilisation sur place, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Cap Emploi, plus spécifique, et qui parfois se mettent à disposition effectivement pour faire de la sensibilisation dans les équipes. On est moins dans de la Oui. formation, mais plus Dans la dans de la sensibilisation. sensibilisation, oui, Ouais, oui, oui. Par exemple, ouais. nous, à l'université, on s'appuie sur l'Institut régional des sourds et aveugles, qui est un des prestataires d'appui spécifique, hein, qui vient aussi faire de la sensibilisation à l'université quand on les sollicite. Enfin, il y a plein de structures comme ça qui peuvent être sollicitées, effectivement. Alors, dernier point également sur le chapitre de la formation, mais ça c'est moi qui vais vous donner l'information avant de terminer ce webinaire. N'oubliez pas non plus que les Handipacts sont là pour essayer de vous faire progresser justement dans les échanges de pratiques, mais pas seulement, en vous donnant à rencontrer des caps emploi, à faire du travail de co-développement, à faire, voilà, et donc du coup de pouvoir vous enrichir. Donc, ceux qui y participent, je pense, seront confirmer mes propos. C'est pas forcément en tant que tel estampillé formation, mais ça peut en avoir le goût et en tout cas l'impact. Il est 15h34, donc je ne veux pas abuser, même si nous avons démarré un peu tardivement. Je pense, Nathalie, que vraiment, on peut totalement te remercier sur ta capacité à t'être adaptée à cette situation, à avoir éclairé un certain nombre d'éléments. Évidemment, on n'a pas tout dit. Évidemment, il y a un certain nombre peut-être de frustrations que vous avez, et tant mieux, parce que ça vous invitera. Alors, je ne vous conseille pas de le faire tous en même temps dans les jours prochains, mais peut-être que voilà, vous arriverez à avoir de temps en temps une réponse de Nathalie, si elle arrive dans son emploi du temps à gérer ça, pour avoir quelques précisions sur des éléments particuliers qui vous auraient particulièrement intéressé aujourd'hui. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Encore une fois, merci à la patience dont vous avez fait preuve pour que nous puissions contourner ces problématiques techniques. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des éclairages. Je vous souhaite à tous une bonne journée et encore une fois, Nathalie, mille merci de ta présence parmi nous. Merci. Merci, merci à vous. Merci beaucoup.